Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Monde ou Rien. Ça reprend, c'est la rentrée. Je suis trop contente de reprendre mon émission qui avait fait 2 semaines de pause. C'était les vacances de la Toussaint. J'ai passé une bonne semaine avec mon fils et ensuite je suis partie à Lisbonne. Je vous raconte tout ça. Mais d'abord, aujourd'hui, on va recevoir Alexandre de Blue Meta, William de Bolero et Chantal Lang. Enfin, on va la voir. Elle est connue, je pense, de tous les milieux des cryptos, surtout ceux qui vont sur YouTube parce qu'on voyait sa vidéo tout le temps passé, je sais pas, on va en parler avec elle, elle avait payé des ads, mais je me souviens, c'était l'année dernière, c'était un mythe, Chantal Lang, mais elle a plein de choses à nous dire, elle a aussi beaucoup évolué, je trouve, depuis un an, donc je suis trop contente de l'accueillir. On va voir Sarah et on va voir Daniel, pas de Claudia aujourd'hui, parce que Claudia est trop occupée en fait, donc c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle viendrait moins souvent, parce que elle a trop de bises en fait. Elle a trop, ça décolle en fait. Elle est invitée sur des radios internationales en Belgique, en France, etc. Elle a des chroniques et donc elle a plus trop le temps de passer sur ce live, mais elle viendra quand même nous voir pour nous faire 1 ou 2 chroniques d'ici décembre. Donc voilà, je suis ravie pour toi Claudia, on t'embrasse et merci beaucoup d'avoir été présente sur cette émission où personne n'est payé, même moi. Donc je vous invite tous à envoyer à agathedavray.eth énormément d'argent pour que je puisse payer Claudia et qu'elle revienne. Et je prendrai évidemment une commission pour survivre dans le bear market. Donc, voilà, j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, on va avoir Sarah qui va du coup pouvoir nous parler un peu plus de son projet. Donc, je suis contente de l'avoir aussi. Et j'inviterai Véronique en remplacement de Claudia qui était venue nous faire une chronique sur les RGPD. J'ai préparé des questions précises et elle viendra répondre à ces questions précises sur plusieurs émissions. Et enfin, on aura, j'espère, et je pense que c'est bon, Carla de Carlita Crypto qui viendra aussi de temps en temps nous faire une chronique. Donc voilà, on aura toujours une femme en début d'émission pour nous faire une belle chronique. Donc je suis ravie. Et Daniel est toujours là, il arrive en fin d'émission. Alors aujourd'hui, petite intro quand même avant de passer à nos invités. On va commencer d'ailleurs avec Alexandre de Blue Meta tout à l'heure, là dans quelques minutes. Mais on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors moi, je vais vous dire, j'ai suivi ça comme spectatrice parce que j'ai tout simplement pas jamais été sur FTX. Binance, ça fait très longtemps que je suis partie et je critique beaucoup. Donc, bon, voilà, je les ai vus se battre l'un l'autre. Et finalement, Binance va certainement, c'est pas encore sûr, racheter l'autre plateforme, la plateforme concurrente FTX qui grignotait ses parts de marché. C'est incroyable. Moi, hier, j'étais en train d'halluciner. J'étais sur mon téléphone. Toute ma famille m'a reproché d'être beaucoup trop sur mon téléphone. Je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre nous parmi les crypto lovers. C'était fou. Et je leur expliquais ce qui se passait. Et ils étaient là genre, mais de quoi tu parles? C'est une série Netflix, c'est quoi? Et voilà, donc parfois on est incompris. Donc je pense qu'on parlera de tout ça plus précisément vers la fin de l'émission avec Daniel et ceux qui veulent rester pour s'épancher, parler de leurs pertes, parler au contraire du fait peut-être qu'ils sont sains et saufs. Et voilà, on en discutera, ça sera trop cool. Mais d'abord, on va se concentrer sur ceux qui build, ceux qui construisent des choses, parce que c'est ça qui est positif aussi en bear market, c'est qu'on voit de nouveaux projets naître et fleurir. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent déjà. Alors, on a Daniel Riat. Est-ce que tu es nouveau, toi? Je t'ai jamais vu encore. Adam Perez, coucou. Emmanuel Savic, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce live. C'est parti, je vais faire monter Alexandre qui est avec nous de Blue Meta. Coucou Alexandre. Salut Agathe, merci de m'avoir. Ça va? Écoute, nickel, nickel. En effet, joli Alors, titre ce matin. Alexandre, ouais, j'ai pas trop parlé avec toi, c'est dommage, on n'a pas trop eu le temps parce que j'ai eu ton collègue de chez Blue Meta, Antoine, avec qui on avait bien discuté, il m'avait présenté l'entreprise. Donc Ouais. vous êtes chez Pirate Slam, mais d'abord, moi j'aime beaucoup parler des parcours des invités qui viennent sur le live. Et, j'ai pas trop le temps parce que toi c'est quasiment full étranger en fait. T'es lycée français de Singapour, il me semble. Après, tu es parti au Danemark à un moment faire des études, etc. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Je trouve ça. Et tu as été gamer pro aussi. Ouais, ouais. Alors ouais, pas de problème. En effet, un parcours un peu de vagabond.
Moi, j'ai grandi en Asie. C'est là où j'ai rencontré Antoine, le CEO et aussi mon co-founder. On a suivi un peu la crypto depuis un bon moment et on s'est enfin lancé à créer un projet ensemble. Donc, j'ai commencé en Asie. J'ai fait d'abord mes études en ingé mécanique Copenhague, Danemark, puis ingé digital en France. Et par la suite, alors attends, pendant mes études, je jouais professionnellement à Dota 2. Donc, j'ai fait 2 fois champion de France et j'ai fait des tournois un peu européens. Euh, Après un petit burn-out, malheureusement, sur les jeux vidéo, j'ai bifurqué vers Shanghai, où je suis allé travailler là-bas pendant un an en tant que digital manager pour une boîte, une start-up, en gros, dans la tech. Après ça, je suis allé aux US, à Boston, pour finaliser mon master. Et enfin, je suis revenu où j'ai monté ma première entreprise donc, qui s'appelait GameDex, qui était une entreprise qui un peu de scrapping de data et de forecast pour tout ce qui était e-sport et trouver un peu pour les équipes tier 2 des sponsors, trouver le juste milieu pour que les entreprises, tout simplement, qui s'y connaissent rien en e-sport, puissent arriver et découvrir et trouver le meilleur rendement pour leurs investissements. Euh, donc après une année bien compliquée et puis pas assez de data récoltée, on a décidé un peu de mettre la boîte pause. J'ai travaillé par la suite en tant que gérant, donc en gros des grands comptes européens pour une entreprise d'adtech allemande qui s'appelait Adapter. Et enfin, là, depuis le début de l'année, Antoine, donc le CEO, flirtait avec moi sur l'idée de monter notre entreprise. Et on l'a enfin commencé en janvier. Et moi, j'ai été onboardé totalement en mai. Voilà. Euh, donc ça, c'est ce qui en est pour mon parcours. Super. Et alors, du coup, Blue Meta, comment vous est venue l'idée et qu'est-ce que c'est exactement Blue Meta? Alors, comment nous est venue l'idée? En fait, c'était surtout Antoine qui a eu l'idée. On discutait beaucoup, c'était sur un différents repas, on discutait un peu à quel point le marché était fractionnalisé et que si on voulait trouver des NFT, il fallait aller sur 5 plateformes différentes, OpenSea, X2Y, Loots, frère. Ça s'arrêtait pas. Si on voulait trouver des datas, il fallait les mêmes choses, aller sur DappRadar, Dust, pardon, un tas d'outils différents. Et on s'est dit, mais dans un monde si décentralisé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une petite centralisation au moins ou une agrégation de toutes ces datas et de tous ces listings. Donc c'est un peu pour ça que Blue Meta est né. Tous les deux, on avait les backgrounds plus dans le gaming. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi on ne serait pas niche dans un secteur qui est un peu fourre-tout, tel qu'OpenSea, etc. Donc voilà, ça c'est l'idée d'où elle est venue. Donc Blue Meta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'agrégation multi-chain et uniquement pour le secteur des jeux, en gros. Donc le Play to Earn, les Metaverse et les Play and Earn. Maintenant, de plus en plus, on voit cette bifurcation. On a débuté du coup début 2022 et on vient juste de passer live vendredi dernier. Voilà, donc C'est super. la grosse news, Ça. notre Donc, première c'est une version plateforme bêta où en live. fait, je peux trouver. Ouais, c'est une plateforme où je peux trouver tous les NFT en lien avec le gaming, c'est ça? Et c'est une marketplace? Alors, c'est pas une marketplace, c'est Et une donc, agrégation de toutes les marketplaces. ok, donc en Voilà, fait, ça va me rediriger vers les autres marketplaces si je clique dessus, c'est ça? Si je clique sur un alors en fait, élément. ça va même pas te rediriger, ça va te rediriger vers les smart contracts des autres marketplaces, mais tout pourra être fait directement sur la plateforme. En fait, sans que tu saches, tu peux acheter un NFT d'OpenSea. Alors, pour le moment, c'est sur Tezos. Donc, un NFT de Object, un NFT de la marketplace d'Ogami, un NFT de la marketplace Tezotopia, un NFT de la marketplace Rarible, et le tout à un coup, sans problème, sans friction, quoi que ce soit. C'est vraiment le but est de Super, simplifier et d'offrir 100% des listings de toutes les collections gaming. super. Bah alors, je vais laisser mes facilitateurs qui sont présents aujourd'hui. Nous avons Grégory Montfort, que je ne présente plus, et Stanislas Mako, que je ne présente plus non plus. Et un jour, on fera des focus sur vous. On a fait avec Grégory la dernière fois, je ne me souviens plus, je crois. Ça fait 2 semaines maintenant, 3 semaines. Je commence à avoir trop d'informations en même temps. Bah, écoutez, bienvenue les gars. Et donc, je vous laisse, si vous voulez, lui poser des questions. Et moi, je vais juste afficher pendant ce temps-là les réponses
sur le chat. Daniel, je suis désolée, il est là depuis le début apparemment. Daniel, excuse-moi, faisons connaissance, comme ça je retiens bien. Merci d'être là depuis le début. Tu veux peut-être commencer, Stanislas? Ouais, en fait, du coup, enfin déjà, bravo, beau parcours. Je me demandais un peu quelle est la cible du coup de ce genre de plateforme. Qu'est-ce que tu vois en fait comme potentiel utilisateur? Parce que aujourd'hui, dans le monde du gaming, il y a quand même toute une certaine réticence à l'usage des NFT. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est des investisseurs qui veulent se spécialiser sur le marché NFT gaming et potentiellement aller un peu euh, trouver des projets intéressants, ou c'est vraiment aller chercher les gamers qui étaient en fait des viewers qui étaient ta commu il y a de ça quoi, du coup 6 ans, quelque chose comme ça. Enfin, du coup, quelle est un peu la vision de la plateforme? C'est plus un outil d'investissement ou c'est plus venez les gamers, vous allez trouver votre futur jeu sur la plateforme? Alors, en fait, c'est une question à double tranchant. Aujourd'hui, on a vraiment deux types d'utilisateurs. On a les traders et les gamers. Étant donné que l'écosystème est toujours très early, il n'y a pas tellement de jeux qui sont jouables. On va être très honnête. Tout est en phase de building. Naturellement, sur Tezos, aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 jeux jouables, vraiment à 100%, qui sont Tesotopia et Neons. Donc, on a l'aspect trading aujourd'hui. Le trader, c'est un peu le persona où on se dit, bon, la personne qui vient, le user, il aime le secteur du gaming, il a une prédilection pour le secteur du gaming, il veut plus apprendre dans ce domaine, mais il vient sur le marché des NFT pour trader et faire des wins, des loses, etc. On est réaliste, ça c'est notre première persona pendant au moins les 6-7 prochains mois. Une fois que les AAA games vont sortir, une fois que les gros jeux vraiment jouables vont sortir, c'est à ce moment-là où on va plus se diriger vers petit 1, soit de l'éducation du joueur Web 2, donc moi par exemple, qui débarque dans le milieu du Web 3, c'est le bordel. Donc comment faciliter le tout? Boometa essaie d'être la solution en tout cas. Et aussi le Web 3 gamer qui en fait veut pouvoir en un seul endroit accéder au marché entier. Il n'y a rien de plus pénible que lorsque tu essaies de chercher l'épée sur allez, Amberfire, qui est impossible à trouver et tu es obligé de scruter toutes les différentes marketplaces pour trouver cette épée. Là, au moins, tu peux tu auras des notifications qu'on pourra intégrer. Et si jamais cette épée apparaît, il pourra en un clic la voir, peu importe la marketplace sur laquelle elle est. J'ai d'autres questions derrière, mais Grégory, si... Allez-y. Alors oui, moi j'ai rencontré... On a aussi des questions du public. Donc, je laisse Grégory et après, il y a 2 questions du public. Est-ce que tu connais ultra.io, Alexandre? Bien sûr. Et, par rapport à cette plateforme, du coup, tu l'envisages plutôt comme un concurrent ou plutôt une société avec laquelle vous pourriez travailler en partenariat? Alors, c'est drôle, oui, en effet, c'est pas un concurrent pour nous, c'est plus en partenariat. Eux, ce qu'ils essaient de créer, c'est vraiment un petit peu un écosystème fermé de gamers sur lesquels ils ont un peu de l'exclusivité. Pour nous, c'est parfait parce que ça permettra à ces jeux d'avoir la visibilité, mais aussi ça permettra, si jamais un jour ils veulent se brancher sur d'autres chains, je crois que leur chain de prédilection actuellement c'était Matic, et ils rentrent beaucoup avec Immutable X, mais si jamais ils veulent se brancher sur un tas d'autres secteurs, c'est super. Ce qui était intéressant dans le concept Ultra, parce que moi j'ai vu le CIO qui avait fait un pitch à Bruxelles fin octobre, c'était assez chouette. Ils ont présenté en fait une communauté de gamers qui voudraient en fait financer les prochains jeux qui vont sortir. C'est-à-dire que d'abord il y avait un peu cette idée de quels sont les jeux qui nous intéressent et pour que du coup les gamers puissent préfinancer le prochain jeu via l'achat de NFT, de boosters, ce genre de choses, enfin, tout ce que tu pourrais avoir dans le milieu du gaming, et se dire il y a déjà peut-être un engagement ou un jeu qui peut plaire parce que les gamers ils sont à la fois un peu investisseurs vu qu'ils achètent aussi des NFT, donc ils participent à l'économie en fait, du jeu. J'ai trouvé ça assez sympa.
C'était assez complexe hein, comme business model, c'était hyper complet. Mais il n'y avait pas cet aspect data que tu, de mémoire en tout cas, que toi tu mets en avant, quoi. Ça, je Euh, faisais- ouais, c'est très intéressant. Je n'étais pas au courant, mais ça, je suppose que ils veulent faire beaucoup comme Polkadot a sorti l'année dernière avec leur parachain. Donc, c'est-à-dire financer un peu les projets de la même façon, en ayant bien sûr des discounts. Bien sûr, nous on pourra agréger toutes ces offres, en tout cas, tous ces nouveaux euh, financements de projets directement sur la plateforme. C'est avec volontiers qu'on ira parler à Ultra et leur dire, tiens, est-ce que ça vous intéresserait du coup d'avoir la visibilité sur ces différents projets qui veulent euh, monter en financement. Ok. Alors, Bah, on a une question de Julien Guérino de Carbon qui nous demande, enfin qui te demande, ça marche comme Inch un peu. One Je n'ai pas Inch. compris le rapport, moi, je connais pas bien Inch. Ah oui, One Inch, c'est un DEX. En effet, on a eu souvent cette comparaison. On est le crossover entre Steam et One Inch, si on veut. Sauf que One Désolée Inch, pour One Inch que j'ai appelé Inch, mais bon, voilà. ok. Ok, bah moi je sais pas parce que c'est vrai que One Inch, je crois que j'ai mis 200 balles dedans un jour et depuis c'est oublié. Mais j'ai même pas. Je trouvais juste le cheval joli en fait. Du La coup, différence, me suivez pas en conseil d'investissement. Je ne sais pas ce que ça fait en fait. Mais si c'est un de tes concurrents, c'est quand même un gros concurrent parce qu'on les voit beaucoup. c'est pas du tout un concurrent en fait. C'est la façon dont la plateforme est faite. One Inch, c'est aussi un peu un agrégateur mais tout ce qui est token plutôt. Donc c'est un apport de liquidité. Et ils font aussi tout ce qui est bien évidemment du swapping, du pool farming, etc. La comparaison est très valide parce qu'en fait, eux, essentiellement, ils vivent en mettant en avant tous les différents partenaires avec qui ils sont et tous les différents tokens avec qui ils sont, entre guillemets, listés. Donc, c'est pour ça que la Ok. comparaison est en effet très correcte. Et on a une autre question. Ah non, c'est pas une question, c'est une proposition carrément de Miroslav, qui est le chef de la communauté, l'entreprise dans laquelle je fais partie, qui commence à grossir. Je sais même plus combien de centaines de personnes on a sur le Discord d'actifs en plus. Donc voilà, qui te dit s'il y a besoin de présenter Blue Meta, une commu Web3, il est dispo. Donc c'est vrai que ça serait cool de vous avoir sur l'entreprise aussi. C'est en fait, il y a des gens de mon live qui vont sur l'entreprise et inversement. Et j'en suis ravie. D'ailleurs, je renouvelle mon invitation, Miro, tant que tu es là, pour Pétale. Je crois qu'ils ne sont pas encore venus sur mon live. J'aimerais bien qu'ils viennent. Si tu peux nous organiser ça, ça serait vraiment cool. Alors, bon, bah, c'est vraiment chouette. Quels sont vos défis là Est-ce que vous avez des prochains steps? Qu'est-ce que vous avez à demander, que ce soit à la communauté, aux entrepreneurs et aux investisseurs qui nous regardent? On a aussi beaucoup de freelance. On a quelques médias et communautés Web3 qui nous regardent. Donc, c'est le moment de nous dire ce dont tu as besoin, ce dont vous avez besoin chez Blue Meta. Nous, chez Blue Meta, là, avec la bêta publique qui est enfin live, c'est surtout du feedback. C'est pas pour rien que ça s'appelle une bêta. C'est pas le produit final. Là, les 3 prochaines semaines, on a un rollout de plus d'une dizaine de différentes features, add-ons et d'intégration en plus. Nous, vraiment, ce qui peut être le plus valorisant pour nous, c'est votre retour critique. Détruisez la plateforme, dites ce que vous pensez, mais vraiment, surtout, donnez-nous votre opinion. Parce que même si on essaie de faire une centralisation de la data, c'est l'opinion du public, la décentralisation des idées qui poussent cet écosystème. Donc voilà, vraiment surtout, découvrez Blue Meta, allez-y, vous pouvez aller sur bluemeta.com et donnez-nous votre feedback, soit dans le Discord, soit sur Twitter, comme DM directement. Elle ronde de la data. Exactement, ouais. C'est un petit peu ça. Voilà. Elle se fait des comparaisons avec les scams. Non, mais je dis ça parce que Elrond, ce que j'avais apprécié dans le concept, c'est qu'ils ont vraiment embauché des hackers pour hacker la blockchain à fond, pour faire progresser en fait leur sécurité. Du coup, Alexandre, quand il dit ça, j'ai l'impression que c'est allez-y, dites-nous ce qui ne va pas pour qu'on puisse s'améliorer en fait. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit-là que je salue, quoi.
C'est vraiment ça. Je veux dire, c'est rare les projets où la voix d'une personne peut vraiment changer la direction. Nous, on a un user des US assez prominent dans notre communauté qui en fait nous a pointé 3 différentes features qu'il aurait adoré avoir. Et aujourd'hui, elles y sont sur la plateforme et les gens l'utilisent. C'est une des plateformes, une des suggestions qui a été les mieux. Et en fait, juste en disant ce qu'il pensait de la plateforme, bah, il a changé. Voilà, vraiment. Et Alexandre, moi, du coup, alors, j'ai une question. Agathe, tu veux y aller? Allez, Agathe a reçu Frédéric Montagnon de Ariani il y a quoi, 2-3 semaines. Et en fait, eux, ils ont un système où ils proposent des NFT aux marques, mais c'est parce que la vente de NFT, ça permet justement de récolter de la data et d'être, entre guillemets, maître de ces data et ne pas confier la gestion de ces data aux GAFAM, tu vois, puisque du coup, c'est toi qui vas l'avoir via les NFT et que tu vas proposer à tes clients. Ça va vraiment engager les marques et leurs clients. Du coup, quand on a vraiment avoir une décentralisation pure de la data où c'est les marques qui vont contrôler ça avec leurs clients, comment toi tu vas pouvoir te positionner avec ta plateforme centralisée? Comment tu peux récupérer ces données en fait? Alors, nous, il y a juste une centralisation des listings et de l'offre. La data, on va aller la chercher entièrement on-chain. À aucun moment, on va pouvoir aller savoir ce qu'il y a dans ton wallet sans que tu veuilles ou sans que tu signes l'autorisation. Au final, si tu signes l'autorisation, un on-chain command, tout le monde pourra le voir, que ce soit nous ou une autre personne. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pousse encore plus, grâce aussi au partenariat qu'on forme avec les jeux, on peut faire du cross-referencing de la data, et du coup, c'est un peu l'aspect centralisé. Mais sinon, à aucun moment, on vient envahir un peu les wallets des gens ou le droit à leur data. Ça, c'est assez important à dire, parce que si tu me compares à une GAFA, c'est pas bien là. Alors du coup, est-ce qu'il serait envisageable ou possible dans un moyen terme que les gens ils puissent accéder à des jeux payants en payant grâce à leurs data? Ils disent, OK, je donne l'accès à mes data et en contrepartie, ça paye l'accès à un jeu, tu vois. Alors, c'est une bonne idée. Je pense que indirectement, c'est déjà fait. Maintenant, est-ce que les jeux Web 2 laisseront ce gros bénéfice disparaître? Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs, les gamers de base, en général, ça ne leur gêne pas de dépenser de l'argent pour un jeu. Non, mais tu peux toujours avoir la première semaine gratuite, ou tu vois la période d'essai pour dire OK, ça me plaît. Et du coup, après, si tu essayes le jeu, et du coup, tu payes ensuite parce que tu veux y rester, quoi. Je veux dire, franchement, pour moi, c'est totalement possible. Ce serait même d'ailleurs un joli partenariat à avoir peut-être entre Riot Games et Brave, ou BAT, Basic Attention Token. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment, vraiment marcher, je pense. Derrière, il y a juste un petit problème qui est, on est trop tôt, pour moi. Il n'y a pas encore de AAA game qui est sorti, il n'y a pas encore des communautés énormes de joueurs qui sont là dans le Web3. Je pense que c'est quelque chose dans 2 ans où vraiment ça pourrait faire furie. Justement, par rapport à ce time to market et la communauté de gamers, on sait que globalement, enfin, on sait que voilà, c'est peut-être une impression, hein, mais sur Twitter, sur les forums, etc., moi j'ai bien vu, la communauté gaming, elle accueille pas positivement, en tout cas dans ce qui en ressort au niveau de leur communication, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. Elle n'est pas spécialement positive envers le Web3, les NFT, tout ça. Parmi les crypto-lovers, il y a parmi les crypto-lovers, il y a des gamers quand même. Et puis, il y a des jeux voilà, qui naissent, etc. Mais est-ce que, alors je comprends l'idée de se préparer, mais comment vous allez aller chercher du volume? Comment vous allez aller chercher cette communauté gamer? Est-ce que vous allez essayer de l'attirer? Ou est-ce que vous allez faire avec la niche gamer Web3 pour l'instant? Qu'est-ce que vous êtes donné un peu comme objectif et comme ordre stratégique pour aller chercher des gens pour acheter et vendre sur votre plateforme? Alors après, je ne sais pas s'ils peuvent vendre aussi. Tu pourras me répondre aussi à cette question. Ils peuvent vendre, en effet. Ils peuvent lister à travers notre plateforme sur OpenSea, sur OBX, sur Loopster, partout. Ouais.
peuvent même aller lister directement dans les jeux. C'est un peu l'added value qu'on a. Mais alors, nous, on a aussi un NFT qui va sortir dans 2 mois, qui est un peu, il a pour but pas de lever des fonds ou quoi que ce soit, ça va être un NFT à 5 dollars à peu près. Et le but est tout simplement de gamifier la plateforme et d'offrir aux utilisateurs à travers des quêtes, des missions et des challenges, des façons en fait d'interagir avec les jeux. Donc ça, c'est une première façon pour nous en tout cas de retenir et de parler un peu de la plateforme. En ce qui concerne le timing vs un peu l'onboarding des joueurs Web 2 traditionnels, donc qui n'aiment pas trop les NFT, etc. J'ai envie de dire, le gamer de base est capricieux. Il ne sait pas ce qu'il aime jusqu'à ce qu'il l'utilise. Moi, quand j'étais gamer, parmi tous les gens avec qui je jouais, chaque fois qu'il y avait des updates, des mises à jour, comme simple exemple, personne était content. Tout le monde allait crier sur tous les réseaux, dire c'est de la merde, comment osez-vous faire une mise à jour, c'est pas possible. Et 3 semaines plus tard, ah, alléluia, cette mise à jour a été trop bien, c'était super. Le gamer est capricieux. En ce qui concerne l'NFT, aujourd'hui, c'est pas assez. Petit 1, les jeux sont pas assez qualitatifs et développés par rapport à ce qu'il a l'habitude. Et petit 2, ceux qui disent, en tout cas, je ne vois pas l'utilité d'un NFT, etc., bah, ils n'en ont jamais vraiment encore eu besoin. Moi, quand je regarde sur Dota 2, que j'ai des centaines et des centaines, 1000 skins sur Dota 2, que je ne peux absolument pas bouger. Je ne peux ni les vendre, je ne peux ni les cash out, je ne peux rien faire, mis à part les laisser pour rentrer sur ce compte. Moi, je pense que l'un des futurs justement du NFT, ce serait pouvoir les offrir, tu vois. Parce que quand tu es. Je ne sais pas si tu connais Metacard, eux, ils font la carte cadeau crypto. Et ça, c'est chouette parce que tu peux tu peux offrir le skin à quelqu'un, à d'autres gamers. Et ça permet de faire. Quand tu as un cadeau, généralement, tu ne le refuses pas, tu vois. Donc, on t'offre un cadeau que tu peux profiter pour aller dans le jeu. Et ça, c'est quand même assez cool. Et moi, je me souviens, ma première console de jeu, c'était un cadeau de mes parents. Et après, quand j'arrivais pour Noël ou quoi, je voulais à tout prix dire il y avait ce jeu-là. J'avais noté que c'était Donkey Kong, Killer Instinct, Mario Kart. Je voulais les acheter. Donc, c'était dans ma liste de cadeaux, tu vois. Et je pense que c'est intéressant de faire une liste justement de cadeaux que tu peux avoir. Et la carte cadeau NFT peut permettre ça. Pour se dire, je veux progresser dans le jeu. Donc, soit on t'offre le jeu, soit on t'offre des skins, soit on t'offre des versions payantes. C'est assez chouette. Metacard fait ça, mais il y a peut-être d'autres qui le font, mais Metacard le fait très bien. Je ne sais pas si tu connais, mais la carte cadeau du NFT, ça peut être vraiment cool. Oui, la carte cadeau NFT, mais en fait, ce qui change d'une carte cadeau NFT est tout simplement, je t'envoie le NFT. Je fais l'avocat du diable, hein, je ne connais pas le projet. Non, mais la seule chose qui change, c'est le rapport au cadeau. C'est-à-dire que tu l'emballes, etc. à Noël, tu actives la carte. D'accord, il y a tout un effet de sortie et d'ouverture. Ok, ouais, cool. C'est ce côté-là, parce que. Et puis surtout, ils font créer tu as tout un process qui te fait créer ton wallet, etc. Si tu peux pas envoyer un NFT à quelqu'un qui n'a pas déjà un wallet pour recevoir. Donc, il y a toute cette question-là qui est peut-être un peu plus compliquée sans rien pour envoyer, pour l'offrir, tu vois. Après, ce qui est cool, c'est que tu étais rewardé sur les cadeaux que tu fais concernant du gift to earn. Hein. Donc, tu offres des NFT, donc tu on va les inviter. On va les inviter. Et donc, tu peux continuer à offrir des NFT. Donc, du coup, la communauté continue à offrir des NFT, tu vois. Donc, pour ta communauté de gamers, c'est plutôt cool. Ouais, ça peut être sympa de gifter un peu, surtout que sur pas mal de jeux, ça gift, c'est un peu dans l'ADN du gamer. Écoutez, je vais les contacter, on va voir ce qui est possible. On fait du business sur cette émission. Hein. C'est ça, c'est du vrai networking. Hein. Il y a des gens qui signent à la fin de l'émission, genre ils vont déjeuner ensemble et puis comme ça, hop, contrat. Et hop, la commission entre les deux. Sur Bruxelles, on avait des gens qui nous avaient approchés parce que je développe le projet Cellbar où c'est plutôt de la crypto boisson. Et en fait, les gens voulaient offrir des bons d'achat. C'est-à-dire, tu fais une soirée, tu fais des concours de jeux vidéo, de gamers, et à la fin de la partie, le gars, il a gagné 2 ou 3 boissons, mais il a gagné parce qu'il a des cryptos qui lui permettent d'acheter des boissons, tu vois.
Et ça, c'est ce que notre token permet, puisque c'est des tokens pour payer, pour charger des cartes boissons. Et donc, tu peux aussi arriver sur des petits concours comme ça où tu fais gagner des cryptos, ça marche pas mal. Ouais, Je absolument. pense que là, avec Noël qui approche, on a trop envie de faire plein de cadeaux. Parce que même hier, avec Stanislas, on parlait, on était là en mode on va offrir des trucs. Donc, full cadeau là. En plus, il faut qu'on se réconforte un petit peu dans cette période difficile. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que Sarah nous a rejoint après un super bug. Elle a mis un peu de temps à nous rejoindre. Donc, je vais la faire monter. Merci beaucoup, Alexandre. Si tu veux rester avec nous et continuer de présenter, de représenter Blue Meta en restant dans nos discussions, tu es bienvenue. L'émission finit dans très longtemps, genre à 13h30. Donc, si tu n'as rien à faire ou si tu veux manger pendant, tu peux rester. On va avoir plein d'invités. En tout cas, on va aller tester à Bâle la plateforme en bêta. Je compte sur vous dans l'audience pour nous faire des retours. Je sais qu'il y a des gamers en plus. Il me semble que Crypto Bubule joue, je crois. Voilà, après, moi non. Millésime, est-ce que tu joues? Bon, bref, ils vont nous répondre. Mais en tout cas, ça serait cool d'avoir des retours parmi mon audience. Donc, avec grand plaisir. Et voilà. Merci beaucoup, Merci Alexandre. beaucoup.